Donc je suis Richard Alberti, je suis kinésithérapeute et ostéopathe, et je vous présente Danielle et Elisabeth, qui sont deux de mes patientes. Danielle, je la soigne depuis 1997, c'était l'époque des gros lymphodèmes, donc elle a eu un lymphodème important qui est aujourd'hui relativement bien maîtrisé. En plus, elle a pris un peu de poids, c'est normal, avec l'avancée dans l'âge, elle prend toujours un peu de poids. Et Elisabeth, que j'ai... Moi aussi, je prends. Et Elisabeth, ça fait depuis 2010 sur un curage du ganglion sentinelle. Donc c'est pour faire un peu par rapport à l'exposé que je vais faire, la différence entre un lymphodème qui était lié à un curage axillaire important et simplement une cure chirurgicale sur le ganglion sentinelle. Voilà. Donc, je traite donc, depuis plus de 25 ans des patients opérés ou en traitement médicaux après un cancer, et particulièrement sur les mastectomies partielles ou totales du sein. Alors, pourquoi le titre « Réhabilitation du corps et de l'esprit » Je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Tout le monde connaît aujourd'hui le rôle de la kinésithérapie sur la nécessité de traiter la prévention ou la conséquence d'un lymphodème, car on connaît l'importance du drainage des vaisseaux lymphatiques du sein depuis 1776. Il y a des cartographies du docteur William Cumberland Cruikshank qui expliquaient l'existence naturelle et spontanée d'un drainage lymphatique mammaire avec un drainage axillaire et un drainage thoracique interne. Au début du XXe siècle, Rouvière et Turner-Warwick ont démontré l'existence d'un drainage postérieur de la glande mammaire vers le creux axillaire et vers la chaîne mammaire interne par la voie transpectorale. C'est-à-dire qu'on avait d'abord, je détaille un peu parce que c'est un peu technique, on s'est rendu compte d'un drainage spontané externe, et ensuite on a découvert qu'à l'intérieur du sein, derrière la glande mammaire, on avait aussi un drainage. Donc ça a conforté l'idée de développer le drainage lymphatique, c'est-à-dire d'assister ce drainage par des manœuvres spécifiques sur le sein et sur le bras. Voilà. Bon, on connaît le sein est le symbole au-delà de la féminité anatomique, celui de la lactation. Beaucoup de cancers proviennent de l'invasion de cellules dégénératives dans les canaux galactophores responsables de l'acheminement du lait vers le mamelon. Le sein est donc dans l'esprit un vecteur de transmission de la vie d'une mère vers son enfant par le biais de la nourriture primordiale et vitale dans les premiers mois de la vie d'un être humain doté de mamelles qui nous classe au rang de mammifères. L'altération partielle ou totale de l'intégrité du ou des seins représente une fracture psychophysiologique, comme nous l'a expliqué ce matin Corinne, pour la femme confrontée à ce type de situation. Combien de fois j'ai entendu « je suis mutilée, je ne suis plus une vraie femme, je n'ose pas me montrer à mon mari comme cela et je ne suis plus bonne à rien avec mon corps ». Il est vrai que les premières chirurgies très invasives provoquaient des désastres cicatriciels importants avec des conséquences articulaires sur l'épaule et les lymphodèmes des bras importants, parfois monstrueux, qui ne permettaient plus aux femmes d'espérer une intimité avec leurs compagnons, du moins dans leur libido. J'ai personnellement visité le centre de lymphologie à Cognac-G à Paris, où j'ai vu des éléphantiasis, des bras et des jambes démesurés. C'est impressionnant, mais des bras comme ça, des jambes encore plus importantes. L'apparition de la recherche et de l'ablation de ce qu'on appelle le ganglion sentinelle ont largement diminué le curage axillaire responsable des lymphodèmes importants, et les progrès de la radiothérapie ciblée n'entraînent plus ce que l'on appelle les faux négatifs. Le principe fondamental de primum non docere, en premier et ne pas dire, permet aux patients de reconsidérer dans leur espoir et dans leur esprit le fait de conserver l'intégrité anatomique la plus satisfaisante et la plus proche dans leur maladie. C'est là que notre rôle en tant que thérapeute du corps peut compléter le travail de psychothérapie parfaitement adapté, effectué par un collègue psychothérapeute qui accompagne les patientes sur la voie de la réhabilitation. Définissons le sens du mot réhabilitation au sens médical du terme. Le Larousse nous dit c'est le retour, le Larousse médical, c'est le retour à l'état dans lequel se trouvait le patient avant l'épisode médical incriminé. Dans notre contexte, nous observons les phases suivantes. Premièrement, la découverte fortuite ou programmée de la maladie par des symptômes anormaux ou fonctionnement normal. C'est le premier choc psychologique. J'ai un cancer, grave ou pas grave, je ne sais pas encore, il faut faire des examens complémentaires. C'est le fameux tsunami, c'est le fameux orage, c'est l'ouragan qui tombe sur la Terre. La banalisation liée à l'information a permis de faire sauter le tabou. Je fais une petite parenthèse, ne serait-ce que des mots que l'on pensait terrifiants, tels que cancer, quand ça sert, tumeur, le mot décomposé fait peur, et autres morphine, qui ne rassurent pas dans leur imaginaire phonétique.
néopatient. Néo, c'est notre nom du cancer, bien sûr. Je digresse un peu, mais le poids des mots, MOTS, augmente souvent les mots MAX. Deuxièmement, le contexte social. On reste encore dans l'idée de ne communiquer qu'aux proches et aux médicaux dans une phase initiale de l'existence de la maladie. J'ai le cancer, mais il ne faut pas en parler comme si c'était une maladie honteuse. L'inquiétude du jugement, le souci de la propagation sociale, il y a un cancer, vécu, sont parfois plus fortes que la peur de l'aggravation des symptômes, car la maladie est encadrée par des professionnels qui ne portent aucun jugement a priori. Les différents traitements, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Dans tous les cas de figure, il y a modification de l'intégrité corporelle. De la phase psychologique de la maladie, nous passons à la phase anatomique du traitement. C'est là que la rencontre corps-esprit pioche sa substance dans le fameux adage latin « mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Notre rôle de kiné, au-delà du drainage lymphatique par exemple, pour le cancer du sein, est de reprogrammer dans l'esprit du patient l'usage de son bras et de le réinscrire dans la zone rolandienne du cerveau, ce qu'on appelle le monculus moteur et sensitif. Très souvent, le patient ne considère plus la zone anatomique altérée comme faisant partie de son corps. Certaines femmes redoutent même le fait que le thérapeute touche le bras et encore plus le sein lors du traitement. Certaines femmes ont même dit « est-ce que le massage ne va pas créer des métastases du fait du drainage ?» Heureusement que la science a montré que l'attraction des cellules cancéreuses n'est due qu'à des réactions chimiques créées par ce qu'on appelle des chimiokines, qui sont des substances sécrétées par les zones susceptibles d'attirer les métastases, comme les globules blancs vers les zones infectieuses, par exemple. Il est donc nécessaire pour nous de faire admettre que la région dite malade n'est pas un no man's land et que la guérison est aussi un acte d'auto-amour de son corps. Le fait de restimuler les zones atteintes par la maladie permet aux patients de retrouver des sensations de sensibilité et de motricité qu'elles pensaient inactives définitivement. Le rôle du massage est prépondérant, car en plus du drainage de la lymphe et l'assouplissement des tissus, il apporte cette sensation de bien-être par la voie des récepteurs de la peau, comme lorsqu'on se frictionne, par exemple, après un choc sur une partie du corps. La production d'endorphines contribuant à améliorer la perception de la zone concernée, beaucoup de patientes décrivent après quelques instants la sensation de soulagement apporté. Quatrièmement, la phase post-curative initiale, c'est le début des traitements anti-hormonaux. Je dirais que pour nous, et pour la patiente comme pour nous, thérapeutes, c'est la phase du kit ou double. Les traitements lourds étant terminés, toute la science des soignants est dans la continuité de l'action face à la maladie. Les médicaments bloquant la production d'œstrogènes et les anti-aromatages qui jouent sur l'hypophyse et ont des effets secondaires variés d'un sujet à l'autre. Soit la patiente met en sommeil sa lutte contre la maladie, confirme dans son traitement qui dure en général 5 longues années, soit elle essaie de reprendre en main son organisme et c'est là que nous pouvons intervenir dans la reprise des activités physiques d'une manière contrôlée. C'est le programme de réhabilitation corps-esprit qui va permettre petit à petit à la patiente de retrouver une forme physique proche d'avant la maladie, si possible. Pour les femmes très sportives, c'est une manière de prendre encore plus une revanche contre le cancer. Nous proposons un programme basé sur celui de la finesse adaptée à la forme physique, essentiellement sur du gainage, du cardio raisonné, des exercices spécifiques des épaules, associés à une ventilation abdomino-diaphragmatique. La respiration est très importante pour maîtriser justement la réhabilitation, pour arriver à de la relaxation, et ça c'est le rôle aussi des sophrologues. En fonction de la personnalité, les cours sont personnalisés ou en gros permettant de réintégrer la patiente avec des gens exempts de la maladie. La progression doit être contrôlée pour ne pas mettre en échec le patient face à la résistance de son corps. La tendance générale dans ce sens, et les médecins aujourd'hui encouragent beaucoup les patients à le faire, et beaucoup d'associations continuent le travail du kiné par la suite. Là, je viens de découvrir ce matin Camille, effectivement, avec des gens bien informés, bien compétents, et qui peuvent prendre le relais de ce que nous on fait en préparation, qu'on appelle la réadaptation définitive. Bon, on va parler un petit peu de la reconstruction. Je vais en parler, c'est une phase spécifique, particulière. Celle de la reconstruction, c'est proposer aux femmes désireuses de retrouver une féminité anatomique et une silhouette proche de celle d'avant la maladie. Les traitements lourds de chimiothérapie et de radiothérapie peuvent gêner à la chirurgie et l'information sur les résultats doit être bien effectuée entre les différentes parties, côté médical, côté patient. C'est aussi le rôle des oncothérapeutes de leur expliquer qu'on essaie de faire une reconstruction mammaire, mais que la préparation est très importante et notre rôle est de masser le sein, la cicatrice de la cure mammaire, c'est-à-dire la cicatrice de l'intervention, d'étirer sans douleur les tissus cicatriciels du creux axillaire et de récupérer les amplitudes de l'épaule, et de la colonne dorsale, afin de permettre, quelle que soit la technique utilisée par le chirurgien,
d'obtenir un tissu souple, le moins adhérent possible, et donc de limiter la fibrose avant la nouvelle cicatrice de la reconstruction. Il en va de même en post-opératoire où le drainage du sein et de la paroi thoracique est le plus important. La mobilisation de la prothèse en deuxième phase va permettre à la patiente d'une part de retrouver la sensibilité cutanée et d'autre part de bien faire intégrer dans le schéma corporel la prothèse en la rendant mobile, malléable, reproduisant au plus juste la morphologie d'un sein normal. L'ensemble du travail des partenaires médicaux et chirurgicaux permet aujourd'hui une prise en charge du cancer du sein, la plus technique et la plus efficace, permettant pour beaucoup de femmes de retrouver une réharmonisation de leur vie de femme sur le plan physique et conjugal. Le sein étant aussi une zone de plaisir dans le couple, il est important que cette harmonisation soit la plus fidèle à l'image d'avant la maladie. À ce sujet, il faut féliciter donc toutes les associations qui sont au service de cette renaissance du corps comme de l'esprit proposé aux femmes volontaires face à la maladie. Je pense à l'association Étincelle, à Symphonie 17, à Embellie, au sein des femmes ASCI, bien évidemment, dont la thérapie par l'art apporte une ouverture vers le dépassement de soi, et bien évidemment à la PAC, dont nous apprécions l'énorme travail effectué par le tandem Elisabeth Aujac, Corinne Roustan et toute l'équipe de l'association. Je vais vous parler de l'ostéopathie. Donc dans l'intitulé, nous avons le mot ostéopathie. L'ostéopathie peut intervenir de deux manières dans son approche face au cancer. La première, c'est ce qu'on appelle la manière dite structurelle, sur des lésions ostéo-articulaires. La chirurgie du sein entraîne parfois des positions talgiques post-opératoires ou des compensations lorsqu'il y a une limitation articulaire entraînant des lésions de posture que la kinésithérapie ne peut soulager. La manipulation des vertèbres dorsales apporte le soulagement dans la mobilité du rachis en extension, permettant à la patiente de pouvoir étirer plus facilement la zone pectorale et redonner de la souplesse au tissu mammaire. Les vertèbres cervicales peuvent aussi être affectées par la tension des muscles scalènes et trapèzes qui sont compensateurs à la limitation du deltoïde et du sus-épineux dans des réactions périarthritiques post-opératoires. Le deltoïde sus-épineux, ça permet de faire ça. Quand il y a une difficulté de le faire, ce sont les muscles du cou qui prennent le relais. Très souvent, on voit les gens monter leur épaule. Donc là, il faut faire un travail au-delà de la kiné sur les scalènes, ce qu'on appelle de l'ostéopathie, on va dire, tissulaire, au niveau donc des fibres musculaires. La deuxième intervention en ostéopathie, ce qu'on appelle la manière dite fluidique, que l'on traitera par l'ostéopathie crânienne. Pour comprendre, il faut penser à l'expression « cette histoire me prend la tête », qui est celle d'un désarroi mental et moral et qui crée une réaction de rétraction des tissus crâniens. Qui n'a jamais ressenti en période de stress lors du passage chez le coiffeur la sensation passagère de bien-être par le massage du cuir chevelu durant le lavage des cheveux? Le principe est le même, en plus élaboré quand on connaît les zones de tension tissulaire et surtout quand on sait les corriger. On peut alors permettre au patient de reposer son esprit un peu comme dans une séance de relaxation, mais avec le toucher d'équilibration de l'ostéopathie. En conclusion, je voudrais dire qu'une maladie peut être combattue grâce à la médecine, mais aussi par le patient lui-même. Le paramédical, qui signifie autour du médical, représenté par le corps infirmier, les psychologues, la kinésithérapie et toutes les associations et toutes les gens qui sont autour, comme on a vu le schéma ce matin, ce sont des outils donnés aux patients pour faire le lien entre l'amélioration physique et le retour au bien-être mental et moral. Cette réhabilitation corps-esprit peut être aussi pour le patient le renouveau d'une autre forme de vie. Je la crois essentielle, et si le système organique n'est pas déjà trop atteint, il est un élément important de résistance à la récidive. Le mens sana in corpore sano passe par la volonté de ne pas abandonner son corps à la maladie, mais de chercher au fond de soi la force de renaissance tel le phénix qui renaît de ses cendres. Et comme l'a dit Charles Schwindel, c'est un pasteur anglican, la vie c'est à 10% ce qui nous arrive et 90% la façon dont on y réagit. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à Daniel, qui va vous expliquer un petit peu son parcours et ses impressions face à la kinésithérapie. Alors moi, j'ai eu le cancer en 1995, j'ai été opérée. J'ai pas eu d'ablation du sein, j'ai eu un curetage axillaire important. Donc 2 ans après l'opération, j'ai eu un lymphœdème. Je ne savais pas ce que c'était, on m'en avait pas parlé. Et j'ai trouvé une clinique à Paris
l'hôpital Cognac-G, où on m'a dit qu'on pouvait me traiter en me faisant des bandages, des contentions, mais pendant un mois d'affilée. C'est-à-dire que pendant un mois, j'avais comme un plâtre du début des doigts jusqu'à l'épaule. Bon, j'y suis allée une année, et quand je suis allée à Paris, j'ai dit que je ne trouvais pas de masseur à Nice. Et ils m'ont donné l'adresse de Richard Alberti, chez qui, dès que je suis arrivée de Paris, j'ai pris rendez-vous et j'ai commencé mon traitement. Depuis 97, je viens deux jours par semaine. Il me fait des drainages manuels et il me fait faire de la gymnastique et des étirements du bras, enfin tout le programme dont il a parlé là. De réhabilitation. Voilà, de réhabilitation. Je fais aussi de la gymnastique pour essayer de perdre le poids. Parce qu'il Richard. Autrement que vous dire, j'ai eu de la chimiothérapie et de la radiothérapie. La chimiothérapie, j'ai eu 6 séances, ça s'est étalé sur 6 mois. Et j'ai eu de la radiothérapie pendant 1 mois, tous les matins, pendant 1 mois, au milieu de la chimiothérapie. J'ai continué à travailler sans m'arrêter, juste le temps de l'opération. J'ai été très bien suivie au centre La Cassagne. J'ai été opérée par le docteur Abb. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous le connaît, mais c'était un orfèvre. Quand je montrais ma cicatrice, les gens me disaient « mais tu n'as pas été opérée ?» Je disais « si ». Et ensuite, le professeur Namer a pris le relais pour la chimiothérapie. Alors là, ça a été vraiment du nursing de sa part. Voilà, ça a été très dur, bien sûr, quand on vous apprend que vous avez le cancer, vous allez avoir de la chimiothérapie, la radiothérapie. Ce qui fait peur, c'est les dégradations physiques, la perte des cheveux. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas perdre mes cheveux parce que je mettais un casque réfrigérant. C'est-à-dire qu'on vous met de la glace sur la tête pendant tout le temps de la chimio, ça contracte les vaisseaux. Et ça contracte les vaisseaux et à ce moment-là, le produit n'y va pas. Je n'ai pas perdu mes cheveux, je suis restée normale. Bon, j'avais pas de jolis cheveux, mais c'était tout à fait acceptable. Voilà, donc depuis 97, je vois Richard 2 fois par semaine. Je m'excuse auprès de son épouse. Et moi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver un kiné qui fasse des drainages manuels. Parce que les drainages avec l'appareil, ça me mettait le bras vraiment très douloureux. C'était trop dur pour moi. Ça n'avait aucun effet surtout. Richard me faisait aussi de temps en temps des contentions comme à Paris avec des bandages, mais là c'est trop dur à supporter. Ceux qui ont des varices, qui ont déjà porté des bas de contention, ça un peu ce dont je parle. Donc, c'est pas. Voilà. Bon, ben, moi je recommande Richard à tous ceux qui ont des problèmes. C'est pas pour la pub. Voilà, je passe le coup. Moi j'ai été opérée en 2009. J'ai été suivie chaque année et puis je me croyais protégée justement parce que j'étais suivie. Et puis le diagnostic est tombé. On m'a dit que c'était un cancer en début, enfin disons que l'imagination est assez délirante. Donc j'ai été opérée par le docteur Filippo et je n'ai pas eu de chimiothérapie, moi. J'ai eu de la radiothérapie par le docteur Courdy. Donc j'ai été opérée en septembre 2009 et la radiothérapie s'est terminée en décembre 2015. Ensuite, j'ai pris un traitement pendant 5 ans, ce qui a eu pour effet des désagréments au niveau surtout articulaire. Donc le docteur Filippo m'avait recommandé le Richard Alberti et j'ai suivi à partir de janvier 2010 des séances donc de massage, de drainage qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont permis de me réconcilier avec mon corps, même si je n'avais pas été mutilée. Donc, au niveau psychologique, disons que Richard Alberti est très proche de ses patients et apporte beaucoup dans la reconstruction. Voilà, c'est tout ce que je fais. Pas mal.